grâce à ce partenariat avec l'INSERM, avec le CNRS, avec l'Université Paris 6, avec l'assistance publique, dont les présidents et directeurs généraux sont ici, que nous avons pu travailler ensemble, mettre en commun nos compétences, notre expérience, notre expertise, nos atouts, nos faiblesses parfois, qu'on essaye de compenser, pour arriver à être efficace pour la recherche et pour le malade, qui sont bien entendu les éléments essentiels qui nous mobilisent tous. Et c'est pour ça que grâce à cette mise en commun des moyens, je dirais, nous avons pu mettre côte à côte, ou ensemble, le malade, le médecin, le chercheur et l'industriel. Car vous l'avez dit tout à l'heure, il faut partir de la recherche fondamentale, aller au malade, ou venir du malade également, et arriver, je dirais, à transformer l'essai pour être le plus rapide possible, être un accélérateur, afin d'arriver à trouver des médicaments, des molécules et des techniques qui vont permettre de soulager, de guérir, sinon de réparer. Parmi nos chercheurs, il y a 30% de médecins, ce qui est un des taux les plus élevés en Europe. C'est un gage de réussite qui est plus important qu'on ne l'imagine. Donc, du malade jusqu'à la start-up, nous avons ce continuum qui est très important. Et l'autre caractéristique, c'est, j'allais dire, le partenariat public-privé, mais ce n'est pas au sens où le public aurait délégué au privé. Nous avons, on va dire, un système d'économie mixte. Nous avons voulu marier cette initiative privée, puisque la fondation est une fondation privée de recherche, et elle vient en soutien à des chercheurs qui, pour l'essentiel, sont des chercheurs du public. Cette économie mixte se retrouve aussi dans le fonctionnement, puisque notre budget annuel est de l'ordre, on va dire, de 30 millions d'euros, dont 15 millions cette année de dons privés. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les 100 000 donateurs, nous sommes maintenant à plus de 100 000 donateurs, qui soutiennent l'Institut du cerveau et de la moelle. Et c'est grâce aux synergies qui sont créées entre ces partenaires qu'il est possible maintenant d'aborder des enjeux qui sont essentiels. Quand le cerveau dysfonctionne, et c'est le cas d'une personne sur 8, on a des maladies du système nerveux qui représentent un véritable enjeu là, de santé publique. En France, ce sont des millions de personnes qui sont concernées par la dépression, l'Alzheimer, Parkinson, l'épilepsie, etc. Cet écosystème, ça vous avait été dit, ce sont bien sûr ces 26 équipes de recherche, évidemment les plateformes technologiques sur lesquelles s'appuient les équipes de chercheurs qui sont mises à leur disposition, mais c'est surtout le fait qu'il y a une autre dimension. Cette dimension, elle vient en partie du centre d'investigation clinique qui permet d'accueillir des patients, et c'est là que l'IHU joue un rôle très particulier, puisque non seulement il finance des recherches au sein de cet institut, mais surtout il prolonge l'institut vers l'hôpital et permet de renforcer la recherche clinique et la recherche en soins médicaux. Donc pour conclure, je voudrais vous dire qu'en 5 ans, c'est l'âge de l'Institut, il est devenu un pôle d'excellence international. J'ai en fait une question qui me porte depuis environ 15 ans, qui est vraiment d'essayer de comprendre quelles sont les populations de neurones qui sous-tendent le comportement, et en particulier la locomotion. Ça paraît une question très simple, et même si la physiologie a en fait commencé vraiment au départ dans la moelle épinière, on ne comprend toujours pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut réussir à marcher et se mouvoir. Dans les 10 dernières années, on a développé en fait des approches innovantes qui permettent d'aller sonder les circuits et de lire et de contrôler les neurones à distance. Et en fait, un des grands apports de la biologie, ça a été vraiment d'utiliser des outils optiques qui combinent la génétique et la lumière pour aller lire l'activité des neurones et contrôler l'activité des neurones dans des animaux qui sont intéressés. Et depuis 20 ans, je m'intéresse aux mécanismes cérébraux et aux propriétés psychologiques de la conscience. Alors le problème avec la conscience, c'est un petit peu comme l'amour, c'est que tout le monde pense savoir ce que c'est. Mais dès lors qu'il s'agit d'en formuler une définition claire, rigoureuse et partagée avec les autres, ça devient plus compliqué. Alors, pour nous, la conscience, c'est en fait primitivement assez simple. On va considérer qu'être conscient, c'est à chaque fois être capable de se rapporter subjectivement certains de nos états mentaux. Et on va considérer qu'à chaque fois qu'un individu est capable de se rapporter des états mentaux, il est conscient. Et cette fonction, cette aptitude disparaît dans les états où nous perdons la conscience. Par exemple, soit normalement le sommeil profond, physiologiquement, chaque nuit, mais également dans des états beaucoup plus dramatiques, comme le coma, par exemple. Donc, la question principale, c'est qu'est-ce qui se passe de particulier dans un cerveau pour être dans un état conscient? Et notre groupe, au cours des dernières années, a réussi à mettre en évidence, à découvrir une propriété générale qui est la suivante. C'est qu'en réalité, lorsque nous sommes conscients, à chaque fois, les différentes régions de notre cerveau se mettent à communiquer entre elles, et cette conversation, c'est une sorte de conversation, l'analogie fonctionne, une conversation qui a 3 propriétés particulières. C'est une conversation à longue distance entre les régions qui sont derrière notre front et derrière le cortex occipital. Donc vraiment une conversation à l'échelle du cerveau, ce sont des grandes distances. Et cette conversation, elle est à la fois cohérente, complexe
et différenciée. Mon métier consiste à implanter des électrodes au sein des noyaux profonds du cerveau des patients pour les soigner. Je vous montre rapidement la vidéo d'un patient qui est atteint d'une maladie de Parkinson avant la chirurgie. Vous reconnaissez tous les symptômes déficitaires de la maladie. Donc, il est très gêné dans sa locomotion, et le voici après stimulation cérébrale. Vous voyez, moi j'ai la chance de faire un métier absolument magique pour la majorité des patients, et ça a absolument révolutionné la prise en charge des patients parkinsoniens. Donc en routine, on opère ici au CHU de nombreux patients parkinsoniens, mais la stimulation cérébrale profonde a maintenant beaucoup d'autres indications dans les pathologies du mouvement, mais aussi en psychiatrie, à condition que les patients soient inclus dans des protocoles de recherche. Enfin, si on veut appliquer la stimulation cérébrale à d'autres pathologies, il faut absolument comprendre la physiopathologie des maladies. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quels sont les réseaux du cerveau qui dysfonctionnent dans telle ou telle maladie, chez tel ou tel patient. Un institut dont nul ne pouvait penser qu'il s'installerait ici à la Salpêtrière et qu'il pourrait donner aussi vite des résultats au-delà de l'immeuble, du bâtiment, des financements, ça prouve une chose, c'est que lorsqu'on a une idée, quand on a un certain nombre de partenaires pour la mettre en œuvre, c'est possible. C'est possible, mais ça suppose beaucoup de conditions. Mais c'est possible. Et finalement, dans un délai extrêmement court, à l'échelle d'une vie, 15 ans. Je voudrais dire que, comme d'autres l'ont souligné, que rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu à la fois une volonté publique qui s'est affirmée, aussi ici la PHP pour accueillir, mais aussi fournir les personnels correspondants et des partenaires privés. C'est ce qui fait que l'Institut universitaire a cette capacité, c'est-à-dire de pouvoir mobiliser des financements et dans l'investissement et dans le fonctionnement. Et ça, c'est aussi un défi particulier que vous avez, vous, lancé, c'est-à-dire avoir suffisamment de dons pour que le fonctionnement puisse être assuré. Mais même quand on réunit des inventeurs, des concepteurs particulièrement ambitieux pour les autres, et quand on a ces partenaires financiers, s'il n'y a pas des chercheurs, c'est difficile d'avoir des résultats. Et sur notamment, le chiffre m'a quand même saisi, qu'une personne sur 8 puisse être d'une façon ou d'une autre atteinte d'une maladie du cerveau ou de la moelle épinière, c'est considérable. Et tout ça fait que je dois dire que nous sommes très fiers de la recherche qui se mène ici. Merci.